Chers amis de Paix et Guerre, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une 88e mondoscopie. Nous sommes le 3 septembre 2025. Ce soir, alors d'abord, likez, partagez, abonnez-vous, participez au cercle des amis de Paix et Guerre. Faites tout ce que vous avez à faire si vous en avez envie et si vous le pouvez, pour nous soutenir, parce qu'on en a besoin. Alors, ce soir, donc, je voulais vous dire que plutôt que de traiter 3 points, comme je le fais la plupart du temps, différents, je vais vous parler d'un grand tournant dans les relations internationales et de ses multiples manifestations avec des points d'application régionaux. Comme ça me permet de parler de tout et de vous montrer ce que je considère comme vraiment étant un tournant. Voilà, aujourd'hui même, le 3, mais à vrai dire depuis 2-3 jours. Et ça se passe en Asie, ça ne se passe pas en Europe ni aux États-Unis. Donc, il y a des points d'application régionaux, que ce soit en Asie, en Europe, au Moyen-Orient, et bien sûr en Russie et aux États-Unis. Alors, j'ai intitulé cette mondoscopie « La revanche des perdants ». J'aurais pu dire le Sud global dit à l'Occident on ne joue plus, hein, voilà. Pourquoi ce titre? Parce que du point de vue de l'Occident, et notamment depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, puis avec le retour de Trump depuis quelques mois, ce que nous appelons les perdants, nous, du côté occidental du monde, eh bien c'est le front en fait des grands pays et des petits et des moyens derrière eux, qui prétendent s'opposer à l'impérialisme et à l'hégémonisme occidentaux. Un impérialisme qui ne sait toujours pas ou qui ne veut pas savoir qu'il est complètement obsolète et anachronique et qui s'auto-célèbre, qui s'auto-légitime tout seul, avec entêtement, avec fébrilité de plus en plus, malgré tout, surtout en Europe, mais surtout ça reste fondé, cet hégémonisme, cette position morale de surplomb, autour d'une prétention qui est d'abord celle des États-Unis, mais nous suivons naturellement, qui est que nous définissons, c'est nous qui définissons en fait les standards internationaux de ce qui est bien, de ce qui est mal, de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qui est blanc, de ce qui est noir, de ce qui est juste, de ce qui est injuste, bref. Et tout ça, on le fait naturellement en dépit du droit international sur lequel on s'assoit de plus en plus clairement, jour après jour, et depuis la fin de la guerre froide. Et donc, on prétend définir ces canons politiques en Occident, canons moraux de la vie internationale. Donc, voilà, vous avez le diable Poutine, aujourd'hui c'est l'ogre, mais enfin c'est un diable, c'est un monstre, c'est un Satan. Nous avons l'Iran terroriste, nous avons le peuple palestinien suppôt du terrorisme contre Israël, nous avons aussi une inflation sémantique ahurissante de la grossièreté en fait, dans le verbe, dans le comportement, des insultes, bref, il y a un ensauvagement de la vie internationale et des relations entre États qui est de plus en plus fort, de plus en plus visible et de plus en plus insupportable, à vrai dire, parce qu'en fait, c'est nous qui avons mis le droit international en pièces depuis 1981, c'est nous qui sommes, en tout cas les États-Unis, qui sont sortis de la plupart des traités qui régissaient un peu tout cela, c'est eux qui ont bloqué l'ONU, c'est eux qui... comment dirais-je, cherchent à mettre en fait tout le système sous leur coupe définitivement. Et bon, alors je vous passe toutes les déclarations. Aujourd'hui, en plus, tout s'est tellement personnalisé et de manière un peu ridicule. Nous avons un Donald Trump qui, un jour, nous dit qu'il est très content, que c'est formidable, que c'est grâce à lui que les deals se font. Le lendemain, il dit qu'il est déçu, qu'il n'est pas content, que ci, que ça. Bon, bref, on continue à faire comme si on était des observateurs neutres et bienveillants, n'est-ce pas? Et forcément que nous agissions toujours comme il le faut et comme il se doit vis-à-vis des autres États, alors qu'en fait, on fait tout l'inverse. Donc c'est une position complètement artificielle et complètement inappropriée, en fait. Et en fait, là-dessous, il y a quoi? Il y a une immense agressivité latente, enfin, de moins en moins latente, de plus en plus patente. Il y a une illusion de toute puissance qui demeure, et de supériorité, morale notamment. Bref, il y a une espèce de bruit de fond
permanent, une espèce de blabla, si vous voulez, qui s'entête, qui insiste, qui se réunit, qui sanctionne, qui jette des anathèmes, qui planifie la guerre, comme si c'était la fin ultime et souhaitable des relations entre États. Nous avons Ursula von der Leyen, qui désormais, tel un chef de guerre, un chef d'État d'ailleurs, parce qu'elle s'imagine qu'elle dirige l'Europe, qui fait le tour, pas la tournée des popotes, mais pas loin, enfin, qui fait le tour des pays du front contre la Russie, n'est-ce pas, et qui continue à nourrir cette politique belliciste. Alors en France, bon, bah, c'est toujours quand même un blackout quasi total. Hein. On est prié de croire, comme ailleurs en Europe et évidemment outre-Atlantique, que nous avons raison sur le fond, sur la forme, qu'il faut obéir ou périr et qu'il faut éventuellement aller en guerre pour aller sauver l'Ukraine, grande démocratie devant l'Éternel, face à la Russie malfaisante, malveillante, qui veut notre peau. Donc, comme d'habitude, et c'est pas la première fois que je vous le dis, mais là, ça devient tellement flagrant et tellement fou et ridicule, c'est qu'on n'a pas compris que tout a changé sur cette planète, en fait, et que vous avez un Donald Trump qui s'imagine encore, et ça c'est proprement ahurissant, qu'il peut impunément, tour à tour, cajoler et menacer des pays comme la Chine, comme l'Inde, comme la Russie, voilà, sans qu'il n'y ait de conséquences. Et évidemment, il y a toute la troupe des chiens de guerre derrière, les Lindsey Graham et compagnie. Bref, et bien sûr, il y a ce qui se passe au Moyen-Orient avec un Netanyahou qui est en roue libre dans l'horreur. Voilà, c'est la roue libre dans l'horreur. Donc il y a une décomplexion en fait totale. C'est-à-dire qu'on continue à avoir cette espèce de discours sur « nous sommes le bien, ils sont le mal », mais à vrai dire, je me demande jusqu'à quel point on y croit nous-mêmes, parce qu'on est dans l'ultra-violence du comportement et des mots. Mais en dépit de tout ça, il faut bien reconnaître que depuis la fin de la guerre froide, en tout cas, les autres, que ce soit les Chinois, les Indiens, les Russes, ont joué notre jeu, ont accepté les règles de ce jeu un peu ridicule, avec des nuances bien sûr. Mais en tout cas, ils se sont placés dans le corpus de références, des références qui étaient en tout cas énoncées, des références morales et politiques qui étaient énoncées, c'est-à-dire ils ont répondu à nos accusations, ils ont argumenté, ils répondent à nos menaces, à nos provocations par de la tempérance, une forme de modération, une forme d'invitation au calme pour ne pas rentrer dans l'escalade. Ils ont pris la peine d'expliquer leurs positions, leurs préoccupations, leurs besoins, bon bref, de réexpliquer, de rechercher le dialogue, de rechercher la médiation. On l'a vu là sur l'Ukraine. Bref, il y a une immense patience, mais en même temps, jusqu'à présent, ils jouaient les règles du jeu et surtout, ils se conformaient finalement, ne serait-ce qu'implicitement, à cette échelle de principes affirmés par l'Occident. Bref, voilà, ils cherchaient à s'adapter. Je ne parle même pas des positions de la Russie tout de suite après la fin de la guerre froide et pendant une bonne décennie, qui était de vouloir rentrer finalement, non seulement dans l'OTAN et pourquoi pas dans l'UE, mais en tout cas de vouloir reprendre langue, retrouver des relations normales, etc., trouver un équilibre. Et pendant ce temps, nous, face à ça, on s'imagine, bien sûr, puisqu'on ne voit les choses qu'en termes de pouvoir, de brutalité, de domination et d'écrasement des autres, on s'imagine que cette tempérance, cette modération, cette volonté de jouer le jeu, eh bien, c'est le signe d'une faiblesse, n'est-ce pas? C'est forcément le signe d'une faiblesse, parce qu'on a une vision tellement primitive des rapports humains et des rapports de force que bon. Donc, notre morgue redouble. Hein, et à vrai dire, à mesure que notre efficacité géopolitique, stratégique, économique diminue, la morgue redouble. Bon, ce qui est... Voilà, mais on voit pas la contradiction, on est dans ce qu'on peut appeler une fuite en avant, mais il y a quand même une part de conviction là-dedans.
Hein. Donc on croit que les autres sont faibles et que finalement il suffit de redoubler de brutalité pour que ça marche. Bon. Mais les résultats ne suivent pas. Et c'est là qu'on est, il y a un os, quoi, si vous voulez. D'abord, la Russie gagne en Ukraine. C'est clair, c'est net, c'est voilà, bon. La Syrie, qui a été portée à bout de bras pendant longtemps pour éviter qu'elle ne tombe dans l'escarcelle des Israéliens, des Turcs et des Américains, eh bien, elle a fini par tomber parce qu'elle a été minée soigneusement et durablement par nous, par nos sanctions, par les incendies de récolte, par des récoltes syriennes, par la bronca contre la livre syrienne, etc. Mais elle est là, et l'Iran, lui, a tenu tête, y compris à l'Amérique, pas seulement à Israël et à ses provocations et à ses agressions, mais aussi aux États-Unis eux-mêmes. Et on voit bien que les résultats de ce qui s'est passé de la fameuse guerre des 12 jours et de ce qu'a fait Trump pour soi-disant oblitérer, n'est-ce pas, le programme nucléaire iranien, en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc on voit bien qu'il y a un équilibre malgré tout. Bon, du côté d'Israël, on voit que Netanyahou s'enfonce dans une politique d'extermination pure et simple du peuple palestinien, et Trump a maintenant un plan, un bon businessman, qui vient d'être dévoilé par le Washington Post, où il offrirait $5 000 aux Palestiniens après les avoir laissés être réduits en miettes ou affamés. Voilà, on leur offre $5 000, 4 ans de loyer, quelques autres petites compensations, n'est-ce pas, pour s'en aller. Pour s'en aller. Voilà, ils croient qu'ils vont s'en aller parce qu'on va leur offrir de l'argent. C'est quand même... C'est une vision tellement fausse et tellement pauvre, à la fois de l'histoire, méconnaissance peut-être de l'histoire, ou mépris, à vrai dire, de l'histoire, et en même temps tellement humainement dégradante pour ceux qui la proposent, pour ceux qui la proposent, pas pour les Palestiniens. Bref, on nage en pleine dystopie. Bon. Et tout ça dévoile finalement l'énormité de notre hypocrisie et la perte totale de nos repères moraux en Occident, de notre côté. On ne se cache même plus de nos intentions meurtrières, que ce soit Israël qui veut dépeupler Gaza par la bombe, par les bombes ou par la faim, pour lancer la reconstruction de ce qu'on a détruit et finalement, voilà, pour faire du business, récupérer le gaz, etc. Et puis bien sûr en Europe, on voit bien ce qu'on essaie de faire contre la Russie encore maintenant, devant pourtant l'évidence d'une nécessité d'un dialogue et de la recherche d'une paix. Bref, alors évidemment chez nous en Europe et autour de nous, enfin vous devez vous-même le constater, il y a une frange des populations, soit qui ignore, soit qui ne veut rien savoir, soit qui est juste indifférente, et je pense que malheureusement, c'est ça, c'est une grosse part du problème. Mais quand même, on assiste à l'exaspération de cette logique qui s'invalide toute seule par sa radicalité, si vous voulez, la logique occidentale. Parce qu'il y a une radicalité dans l'horreur, il y a une radicalité dans la prédation, il y a une radicalité dans la... comment dirais-je, la brutalité de comportement et l'outrance, en fait. Bon. Et finalement, ça pousse une immense partie du monde à devoir prendre parti contre elle, alors qu'elle n'en avait pas forcément envie. Bref, la morale a clairement déserté complètement l'Occident, en tout cas les gouvernements occidentaux, parce que les populations, il y a quand même une frange des populations qui est révoltée contre pas mal de choses et qui le montre, mais voilà, les démocraties occidentales sont ainsi faites que ça ne porte pas forcément de conséquences politiques. La pression monte certes contre Israël, la pression monte aussi contre Donald Trump qui est en panne clairement, mais il est en panne parce que sa méthode c'est comme un cautère sur une jambe de bois, si vous voulez, ça ne traite rien, voilà. Il ne suffit pas d'être exubérant, de faire plein de déclarations, etc. En fait, il a réussi à coaliser contre lui en quelques mois tous les grands pays,
je ne parle même pas de l'Europe, mais tous les grands États et ses rivaux, ses concurrents, avec lesquels il aurait dû reprendre le dialogue. Reprendre le dialogue. Mais bon, de notre point de vue occidental, en dépit de cette évidence, en dépit de cette urgence, voilà, nous continuons à nous imaginer que nous allons pouvoir vaincre contre tous ceux qui ne veulent plus du joug et qui le disent de plus en plus clairement. Bon, parce qu'on peut faire une réunionnite, en Europe, on est là, on se réunit tous les 3 jours, les amis de l'Ukraine, bon, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire voilà, les droits de douane, la politique trumpienne des droits de douane, la monstruosité des opérations israéliennes à Gaza, en Cisjordanie, etc. Tout ça, on continue, mais le monde, pendant ce temps, regarde. Le monde perd ses pots de saucisson devant les yeux, si vous voulez. Et donc, il y a cette coagulation qui se fait. Et donc, on peut dire que ce que nous considérons comme étant les méchants, les perdants, sont en fait de plus en plus les gagnants. Et là, ils sont gagnants parce qu'en fait, ils sortent du jeu. On ne joue plus, si vous voulez. Si vous ne voulez pas faire de compromis, si vous ne voulez pas dialoguer, si vous ne voulez pas trouver un équilibre, si vous ne voulez pas tenir compte de nos préoccupations, bon, eh bien, fort bien, vous pensez que the winner takes it all, hein, comme dit la chanson et comme dit l'expression, eh bien, ce sera nous, les gagnants. Ce sera nous. Et tant pis pour vous. Et c'est ce qui est vraiment en train de se produire. Et il est effrayant que personne n'en prenne conscience chez nos gouvernants en Europe, en France évidemment, mais partout en Europe et aux États-Unis. Et donc, l'autre spectacle, il y a celui de notre déconfiture prétentieuse, et puis il y a l'autre spectacle qui s'affirme calmement. J'en parle depuis 10 ans maintenant. Mais aujourd'hui, c'est devenu un défi beaucoup plus ouvert, justement parce qu'il ne joue plus. C'est clair qu'il ne joue plus. Il y a une radicalisation face à nous, mais que nous avons fabriquée, que nous avons provoquée. Et c'est un défi ouvert aux États-Unis et bien sûr à l'Europe en dessous. Hein, c'est la fameuse phrase de Desproges dans une de ses chroniques de la haine ordinaire, que je vous invite tous à lire tellement c'est succulent. Il parlait de cette fameuse... ce fameux dîner dans une sous-préfecture de province, et il expliquait qu'il y avait le gratin et les pâtes en dessous. Bon, ben c'est nous les pâtes, hein, c'est l'Europe. Voilà, le gratin, on pourrait dire que c'est l'Amérique, c'est l'ironie naturellement, et les pâtes en dessous, c'est nous. Bon. Chers amis, je profite de cet instant pour vous parler d'Incogni, notre partenaire du jour qui sponsorise cette vidéo. Avant de vous parler d'Incogni, je dois vous parler des data brokers. Ce sont des entreprises spécialisées dans la collecte et la revente de données personnelles. Elles récupèrent nos informations de plusieurs façons, en exploitant des fuites de données, en rachetant ces données à des sociétés comme Amazon, Google, Meta, ou simplement en analysant nos profils publics sur les réseaux sociaux. Leur objectif, c'est de récolter un maximum d'informations sur nous. Identité, contacts, habitudes en ligne, historique d'achat, etc. Et ensuite de revendre toutes ces informations à d'autres sociétés, d'autres entreprises qui nous ciblent ensuite avec de la publicité intempestive, des spams ou pire, qui alimentent des bases de données dont on n'a même pas connaissance. Autant dire que c'est un vrai problème de vie privée et je suis sûre que vous n'en aviez pas conscience, comme moi d'ailleurs. Alors, comment s'en protéger? En Europe, grâce au RGPD, dont vous avez forcément entendu parler, nous avons le droit d'exiger la suppression de nos données personnelles. Mais en pratique, c'est très compliqué à faire. Ça peut prendre des mois, des années, parce qu'il y a des centaines de data brokers dans le monde et il y en a de nouveaux qui apparaissent tous les jours. C'est là qu'Incogni entre en jeu et c'est tout simple, à vrai dire. Vous vous inscrivez sur incogni.com, vous indiquez votre nom, votre prénom, votre email et le service retrouve vos données dans toutes les bases existantes. Vous autorisez Incogni à contacter ces entreprises en votre nom et à leur imposer la suppression de vos données personnelles. Et c'est tout. Incogni fait le reste. Vous pouvez suivre l'avancement d'ailleurs de ce qu'ils font sur leur site. Tout est automatique et vos données sont supprimées en continu. Si vous voulez faire le test, je vous invite à utiliser mon code en passant par le lien qui est en description. Et en plus, vous bénéficierez de 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Donc, il n'y a pas tellement à hésiter, à vrai dire, parce qu'Incogni, c'est de fait un outil indispensable de protection de notre vie privée. Toute cette longue introduction pour vous expliquer que
Là, on vient d'avoir une séquence en Asie. Alors, on a appelé ça, dans la presse occidentale, on a très peu parlé, le moins possible, naturellement. On a expliqué que c'était un sommet régional, n'est-ce pas? C'est une très très grosse région quand même, la Chine, plus l'Inde, plus la Russie, plus tout un tas d'autres pays. Vraiment, oui, c'est régional, c'est vrai, c'est une partie du monde, mais c'est une partie qui représente, à vrai dire, plus de la moitié maintenant. Donc, il y a une séquence qui vient de se produire entre le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui s'est tenu à Tianjin, puis aujourd'hui même, au moment où j'enregistre cette émission, les célébrations grandioses à Pékin, place Tiananmen, de la capitulation, enfin de la grande victoire, si vous voulez, dans la Seconde Guerre mondiale, de la Chine et de la Russie, et d'ailleurs, à vrai dire, aussi des États-Unis à l'époque, n'est-ce pas? Mais bon, là, manifestement, on a oublié tout ça, contre le Japon. Et donc, là, il vient de se passer quelque chose d'énorme, si vous voulez. C'est une démonstration tellement flamboyante et tellement indépassable du nouveau rapport de force qu'on ferait bien quand même de s'y intéresser. Voilà. Avis aux populations et en tout cas avis aux technocrates qui nous dirigent, aux technocrates idéologues qui nous dirigent. Bon, donc l'Europe, clairement, est en train de devenir une périphérie géopolitique. Ça fait longtemps, là aussi, que j'en parle, mais là, c'est tellement énorme. Elle ne sait plus faire autre chose que, finalement, de l'agite-prop, quoi, de l'agitation propagande. Elle n'existe plus que par son bellicisme. Elle va maintenant devoir payer, pour longtemps, si elle ne change pas de mentalité, son énergie, donc le fuel de sa croissance, de sa survie, de son développement, auprès des Américains à 3 ou 4 fois le prix. Enfin bref, on est complètement fou. Voilà. Et d'ailleurs, la manière dont ces cérémonies, ces célébrations se passent montre un dédain, en fait, un dédain extrêmement humiliant de la part des Russes et des Chinois vis-à-vis du reste du monde. Ça s'est déjà vu donc il y a quelques jours au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Je rappelle que l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, est née en 2001, elle a été instituée par la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Elle avait une dizaine de membres. En 2016, elle s'est élargie à l'Inde et au Pakistan, puis à l'Iran en 2021, puis à la Biélorussie. Bref, c'est une organisation régionale qui traite de coopération à la fois économique, sécuritaire, industrielle, énergétique. Bref, c'est un espèce de truc attrape-tout, très important, très intégré bien sûr à tous les mécanismes des BRICS. Donc on voit que cette intégration eurasiatique, elle marche, mais tambour battant. Mais qu'est-ce qu'on attend pour pour prendre langue, pour changer nos relations avec cette énorme partie du monde qui est à nos portes? Bon, je ne comprends pas. Cette année, il y avait l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui ont fait acte de candidature, bien que l'Arménie se soit mise dans les mains des Américains au mois d'août, dans un accord dont je vous ai déjà parlé. Bon, elle cherche quand même Pachinian est quand même allé à Tianjin et Aliyev aussi pour faire acte de candidature. Donc ils se sont retrouvés côte à côte, d'ailleurs les deux ennemis jurés. Pachinian a eu un entretien manifestement assez cordial avec Poutine, ce qui est quand même aussi un camouflet pour Trump, un pied de nez très clair à Washington. Donc on voit bien que la diplomatie russe, c'est du long run, hein, c'est vraiment sur le long terme. Alors, que s'est-il passé? L'Inde a mis son veto à l'entrée de l'Azerbaïdjan, parce que l'Inde est proche de l'Arménie, et le Pakistan, évidemment, en retour, a mis son veto à l'entrée de l'Arménie pour faire plaisir aux États-Unis, et aussi parce qu'ils ont de bonnes relations avec Bakou. Bon, on sait qu'Aliyev est quand même sous une forme de pression russe. Je rappelle que les Russes ont répondu à l'accord qui avait été fait cet été
avec les Américains par des attaques de missiles sur les raffineries que possède la compagnie nationale azerbaïdjanaise en Ukraine. Aliyev, il veut se rapprocher des Chinois, il veut se rapprocher des pays d'Asie, mais bon, là, il est un peu coincé. Voilà, les Américains essaient de le prendre dans leur orbite, et lui, eh ben, il ferait bien, à mon avis, de se tenir à la politique de polyalignement qui était la sienne, et c'est d'ailleurs le cas de beaucoup d'États. Bon. Donc, on a parlé à Tianjin, donc pendant ce sommet, de plein de coopérations industrielles, notamment sino-russe, mais pas seulement. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, on a donc les célébrations de la victoire contre le Japon à Pékin. Trump aurait dû être là. C'était une occasion de faire de la grande diplomatie, de faire un véritable retournement d'ampleur planétaire, si vous voulez, avec des conséquences planétaires, intelligentes. Bon, il aurait dû le comprendre, il aurait dû le vouloir, il ne l'a pas fait, on lui a probablement conseillé de ne pas y aller. Bon, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez? On en est là où on en est dans le niveau des diplomaties occidentales. En tout cas, il est clair que là, il y a un trio qui s'est affirmé à Tianjin, où Modi a été très très bien reçu par Xi. Donc le rapprochement sino-indien se fait avec la Russie comme grand facilitateur, mais il se fait aussi parce que Trump a très mal agi vis-à-vis de l'Inde, en voulant d'abord la séduire, puis après lui appliquer des tarifs douaniers léonins. Donc si vous voulez, là c'est un échec total en fait, pour Trump et pour nous aussi. Donc il y a un trio là qui est en train de se faire, parce que la Chine et l'Inde est vraiment attrapée par la Chine et la Russie et agrégée en sorte de trio. Et puis bien sûr, au-dessus encore, il y a le duopole sino-russe, voilà, qui est clairement ce qui va structurer une très grande partie des équilibres stratégiques du monde. Et là, les États-Unis vont se retrouver seuls, parce que ce n'est pas nous, les Européens, qui allons pouvoir faire le poids, n'est-ce pas ? Bref, Trump, voilà, donc Trump était furieux que Modi aille à Pékin. Bah oui, bah c'est tellement logique là aussi. Il comprend pas, Bon, ben il comprend pas que l'Inde fait partie des BRICS. Il ne comprend pas que l'Inde a des intérêts aussi économiques évidents qui sont bien plus de ce côté-là que de l'autre côté. Il a beau expliquer que, encore une fois, les États-Unis étaient très mal traités par les Indiens, etc., ce qui expliquait pourquoi ils voulaient appliquer des tarifs. La réalité, si on regarde les chiffres, c'est que effectivement, les États-Unis sont la destination numéro 1 pour les exportations indiennes. Voilà, ça c'est vrai, donc c'est le partenaire commercial majeur, avec en 2024-2025 environ 131 milliards de dollars de commerce bilatéral. Donc à peu près, si vous voulez, 3% du PIB indien, parce que le PIB indien nominal, à minima, c'est 4 trillions de dollars. Voilà, donc 4 trillions de dollars versus, et vous voyez, vous prenez 3%, bon, bah, c'est pas, vous prenez voilà, les 131 milliards de commerce bilatéral, c'est pas exactement une proportion dirimante pour les Indiens, si vous voulez, c'est pas ça. Même s'il n'y a plus de commerce entre l'Inde et les États-Unis, ça ne va pas tuer l'économie indienne. En revanche, le poids du pétrole russe dans comment dirais-je, l'économie indienne et l'accélération de la croissance indienne est très important. Les exportations de pétrole russe en 2024-2025 vers l'Inde, c'est à peu près 53 milliards, donc c'est pas beaucoup, c'est 1,3% du produit intérieur brut indien, mais c'est du pétrole. Et le pétrole,
eh bien, ça nourrit l'activité économique et c'est à peu près, quand même, 30 à 40% des importations indiennes de pétrole brut, premièrement, et 10 à 15% de sa consommation énergétique totale. Mais en termes de soutien à l'économie indienne, c'est colossal. C'est 95% du transport, donc à peu près 14% du produit du PIB indien. C'est 30 à 40% de la production pétrochimique et d'engrais, c'est-à-dire 15% du produit intérieur brut indien. Et bien sûr, ça nourrit l'agriculture indienne qui est très dépendante du diesel en fait. Et donc là, c'est encore un petit 15% du PIB indien. Donc c'est colossal en fait, c'est colossal, c'est un effet multiplicateur si vous voulez sur l'économie indienne. Donc c'est à peu près 5,3, à peu près 5% en effet multiplicateur du produit intérieur brut indien. Donc, si vous voulez, entre la Russie et les États-Unis, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Le cœur indien ne balance pas, si vous voulez. En plus, les exportations russes sont sûres, sont solides, il y a une reliability très forte, une efficacité aussi très forte, une efficacité, j'allais dire un coût, un ratio coût-avantage colossal. Donc c'est voilà, il y a pas photo. Voilà. Donc, si vous voulez, l'Inde a besoin absolument, c'est tout à fait significatif, elle a absolument besoin du pétrole russe pour nourrir son économie. Voilà. Donc, elle n'est pas intimidée, elle n'a pas besoin d'être intimidée par les menaces de Trump. Voilà. Elle a beaucoup plus à perdre à ne plus acheter de pétrole russe qu'à abandonner même son commerce avec les États-Unis, ce qui de toute façon ne se passera pas. C'est mathématique. Bon, donc voilà ce qui s'est passé. Si vous voulez, l'Inde a été agrégée clairement dans la dynamique et ce qu'on voit surtout, si vous voulez, je reprends mon raisonnement, ce qui s'est montré là aussi, c'est qu'en fait, les Indiens, les Russes et les Chinois viennent de montrer finalement que, et toute la diversité des BRICS d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'intérêts divergents, par exemple, voilà, l'Inde contre le Pakistan, les relations particulières entre l'Inde, l'Iran et la Russie pour les fameux corridors de transport. Bon. Ils ne sont pas tous d'accord au sein des BRICS, loin de là, sur plein de sujets. Mais en fait, ce qui les rassemble est beaucoup plus fort. Et finalement, la démonstration est faite qu'il n'y a pas besoin d'un alignement strict. C'est ça la grande démonstration qui est faite à la fois par les Russes et les Chinois, et maintenant avec les Indiens avec eux. C'est pas, il y a une polycentricité du monde, et il faut s'y faire. Et donc, c'est pas avec nous ou contre nous. Donc, vous, les Américains, continuez à raconter ça, urbi et torbi, c'est pas possible. En revanche, ce qui fait la communauté d'intérêt aussi, en dépit des divergences sectorielles, bon, c'est un corpus de valeurs. Souveraineté des États, égalité des États, respect des préoccupations sécuritaires des États, qui dépasse complètement l'idée des bons et des méchants, si vous voulez, et qui rend complètement infantile le manichéisme occidental. Donc, en fait, Poutine, Xi et Modi sont en train de dire aux États-Unis qu'ils ne jouent plus selon les règles hypocrites de l'Occident, qui se prétend universel, mais qui en fait pratique le double standard du matin au soir. Et ça, c'est la conséquence tragique du processus de dévoilement de la rapacité occidentale et du mépris des peuples européens. Parce que, regardez ce qui se passe dans nos pays. On veut nous engager à toute force dans une guerre contre Moscou. En fait, pourquoi? En quoi la Russie nous menace-t-elle? Poutine vient encore de le rappeler, nous ne menaçons personne en Europe. C'est n'importe quoi. C'est les nécessités de votre discours à vous.
Donc, voilà. Donc, si vous voulez, c'est comme dans tous les jeux. Si vous n'acceptez plus les règles du jeu, si vous jouez plus, bah, c'est fini en fait. C'est comme dans le chantage. Si vous méprisez votre maître chanteur, si vous voulez, bah, il ne peut plus vous faire chanter. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Donc, que s'est-il passé d'important aussi pendant ce sommet? Donc Poutine était l'invité d'honneur aussi bien à Tianjin qu'à Pékin. Il y a aussi le leader nord-coréen, bien sûr. Et puis il y a aussi Robert Fico, le Slovaque, le courageux, là, qui est allé et qui a eu un discours, une conversation avec Poutine sur l'énergie, qui a révélé que le gaz russe arrivait désormais en Slovaquie et probablement en Hongrie par en fait le Turkish Stream et plus par le fameux oléoduc Druzhba que les Ukrainiens ont attaqué 3 reprises récemment. Poutine a de nouveau clairement rejeté toute la responsabilité de ce qui se passe en Ukraine et de son opération militaire spéciale sur l'OTAN, sur l'Occident, et a expliqué qu'il ne faisait que se défendre. Évidemment, c'est un discours que nous ne pouvons pas admettre. Bon, mais voilà, pour lui, il continue à le dire. Tout ça, ça vient de l'expansion de l'OTAN, abusive, et bien sûr du coup de Maïdan, etc., et de ce qui avait été infligé comme menace et comme mauvais traitement aux populations russophones du Donbass. Bon, bref. Voilà, le problème, c'est que de toute façon, on ne veut pas écouter ça. Nous, on veut la guerre. Voilà. Donc, manifestement, chaque jour qui passe, on a l'impression qu'il n'est pas du tout question de paix, il est question de guerre. On ne veut pas de bon voisinage avec la Russie. Mais là, clairement, on voit bien... Enfin, moi, j'ai ce sentiment, avec tout ce que je lis, tout ce que j'écoute, tout ce que j'essaie d'analyser, que Poutine est en train de faire un pas en avant dans finalement le retrait par rapport à une volonté de dialogue, de compromis, de discussion, si vous voulez, avec l'Occident et avec les États-Unis. Et il se dit, bah, après tout, à Anchorage, c'était peut-être juste un show, voilà, un show à l'américaine. Bon. Il fait encore semblant de croire qu'on va y arriver, il le dit, mais en fait, il n'a d'autre choix que de continuer la guerre. On ne lui donne pas d'autre choix que de continuer la guerre. Voilà, et puis alors en France, on sonne le tocsin, hein, voilà, on met nos hôpitaux en état de pouvoir accueillir. Certes, il y a toujours des plans, hein, il y a des plans pour toutes les occurrences dans un état comme la France. Enfin, tout de même, pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant? Voilà, il faut qu'ils soient capables d'accueillir des blessés de guerre, pas seulement français d'ailleurs. Ursula von der Leyen s'est fait soi-disant brouiller dans son avion au-dessus de la Bulgarie. Bon, là aussi, ça a été démonté. Bon, bref. Donc, nous assistons vraiment à un moment très important dans les relations internationales. L'Inde et la Chine enterrent l'âge de guerre, 2 puissances nucléaires majeures enterrent l'âge de guerre, et c'est génial. On devrait s'en réjouir. Le problème, c'est qu'on ne s'en réjouit pas. Voilà. On est furieux. Les Européens sont furieux, les Américains sont furieux, et c'est complètement contre-productif en termes de crédibilité pour les Occidentaux et pour l'Europe. C'est une approche nihiliste des relations internationales. Ne jamais travailler dans l'intérêt, finalement, d'un équilibre des puissances, dans l'intérêt de l'humanité, dans l'intérêt des peuples. On est complètement dans un espèce de vieux jeu de puissance pure et dure et de domination et de soumission qui n'a plus raison d'être, en fait, et surtout qui ne peut plus être. Bon. Donc, voilà, c'est l'effet de la politique des sanctions, c'est l'effet boomerang, finalement, qui renforce de la politique américaine, qui renforce les BRICS, qui renforce le modèle alternatif, et qui renforce, finalement, l'antagonisme que nous voulons absolument créer. Alors, on va voir comment ça va se passer. On va voir comment ça va se passer à l'Assemblée générale des Nations unies. Là, vous avez les Norvégiens qui sont assez vocaux aussi, qui expliquent qu'ils se retirent des investissements très importants de certaines sociétés parce qu'elles seraient en lien avec Israël, etc. Donc là, le problème israélien, là, ce qu'est en train de faire Israël, va probablement être une illustration. Il va probablement se passer des choses
là, durant septembre, et c'est pour ça aussi que Netanyahou accélère ces opérations épouvantables, parce que on va voir un autre effet, si vous voulez, après cette séquence-là des sommets à Pékin, à Tianjin et à Pékin, on va avoir probablement sur Gaza, à propos de la Palestine, un certain nombre de manifestations de cette prise de cette résistance complètement déterminée et désormais très ouverte, de cette prise de puissance, si vous voulez, formidable, russo-chinoise et indienne. Bon, alors il y a une autre manifestation de cela, c'est évidemment le deal gazier gigantesque qui vient d'être annoncé publiquement. Il y a eu plusieurs mémorandats qui ont été signés. Ça fait longtemps que c'est en germe, on en avait parlé le 9 mai à Moscou, mais finalement ça a été conclu là, publiquement, entre les Chinois et les Russes, et aussi un peu les dirigeants de Mongolie, entre Gazprom et la CPC chinoise, la China's Petroleum Company. C'est donc la mise en route, et ça va aller, à mon avis, assez vite, du pipeline Power de Sibérie 2. Il y a déjà un Power de Sibérie, un pouvoir de Sibérie 1, bien sûr, mais là, c'est totalement gigantesque et ça a des conséquences évidentes sur l'Europe. Donc, il y a eu 4 accords. Le PDG de Gazprom, Alexei Miller, a dit que c'était le plus énorme, le plus colossal, le plus ambitieux et le plus capital intensive project, comme ils disent, c'est-à-dire, voilà, ça engage des investissements extrêmement importants de toute l'industrie globale du gaz. Bon, alors c'est quoi ce projet ? Vous avez une carte, voilà. Le projet, c'est de permettre à la Chine de recevoir chaque année 106 milliards de mètres cubes de gaz naturel russe. Voilà. Donc, avant l'invasion de l'Ukraine, en 2022, c'était 150 millions de mètres cubes de gaz qui étaient vendus chaque année, fournis chaque année, non pas à la Chine, mais à l'Europe par la Russie. Voilà. Donc, c'est vraiment... c'est le gaz qui est au nord-ouest, c'est Yamal en fait, c'est la péninsule Yamal. Et en fait, il y a une reprojection, si vous voulez, des fournitures de gaz à l'Europe vers la Chine. Voilà, tout simplement. C'est le résultat de notre politique. C'est le résultat de Nord Stream 1 et 2, du fait que nous nous sommes laissés couper le gaz, nous l'avons accepté pour des raisons idéologiques, et que désormais, maintenant, on est complètement dépendant du LNG américain au prix fort. Bref, ça va permettre, donc si vous voulez, il y a le pivot de la Russie, de l'Europe vers l'Asie, il est permanent maintenant, il est clair. C'est cet accord, la signature de cet accord, qui va donc permettre, si vous voulez, parce que le pipeline, il va de l'Arctique russe, en fait, vers la Chine, c'est la fin. Voilà, c'est la fin pour l'Europe, parce que c'est la fin de tout ce qui a nourri les économies européennes depuis des décennies. C'est maintenant la Chine qui va en profiter. C'est totalement délirant. Et ça va prendre quelques années, bien sûr, pour se mettre en place, mais je pense que ça va aller assez vite. Il y aura d'énormes infrastructures, mais ça va être construit en un temps record, vu la rapidité avec laquelle les Chinois construisent. Et puis après, il y aura peut-être d'autres pays qui s'associeront au projet, même très certainement. Les Coréens du Nord, pourquoi pas, les Birmans, pourquoi pas, même les Qataris, probablement les Iraniens, pourquoi pas l'Indochine. Bref, l'Europe est en train de se faire éjecter du jeu international au plan idéologique, au plan énergétique, au plan économique. Elle est marginalisée, elle est confite dans sa haine.
c'est juste, voilà, c'est juste complètement délirant. Voilà, c'est le point vraiment important sur lequel je voulais revenir ce soir. Bon, évidemment, je pourrais vous parler de l'Ukraine. Bon, ben, l'Ukraine, on est manifestement dans une phase où les uns et les autres sont à court d'idées. Les Russes, ils ont compris qu'il fallait qu'ils gagnent sur le terrain. Les Américains, ben, rien ne marche, parce qu'en fait, le 3 septembre, aujourd'hui, c'était aussi la deadline du fameux ultimatum américain, que tout le monde fait mine d'oublier. Enfin, ça a fait pchit. Voilà. Les nouvelles sanctions, je pense pas, enfin j'espère que Trump ne va pas s'amuser à faire de nouvelles sanctions contre la Russie, parce que là, ce ne serait pas une bonne idée à mon avis. Donc en fait, on est dans une phase d'attente et de fatigue, dont les Ukrainiens estiment peut-être pouvoir tirer bénéfice, dont les Européens pensent aussi pouvoir tirer bénéfice en continuant à raconter que... Il va y avoir des dizaines de milliers de soldats qui sont tout prêts à se déverser en Ukraine pour la protéger de la Russie, naturellement, avec l'OTAN. Enfin, avec l'OTAN, pas formellement avec l'OTAN, mais bon. La question des garanties de sécurité, ben là, pour l'instant, c'est en plan, puisqu'il est clair que voilà, la Russie a quand même un certain nombre de lignes rouges et que tant qu'on lui propose des choses qui les franchissent allègrement, ben, ça ne peut pas avancer. Je rappelle que c'est elle qui domine sur le terrain militaire, donc là aussi, il faudrait peut-être quand même remettre les choses à l'endroit dans nos esprits embrumés, enfin, de ceux qui nous dirigent. Donc finalement, si vous voulez, voilà, Trump voulait une rencontre entre Zelensky et Poutine, ça ne marche pas non plus. Pour l'instant, c'est le président russe qui a clairement la main haute et le haut du pavé, et qui est en grande pompe célébré avec Xi à Pékin. Voilà, donc on a vraiment deux mondes, on est en train en fait d'assister à une sorte de repolarisation, mais d'un côté il y a une énorme partie du monde et de l'autre côté il y a un Occident de plus en plus ténu autour des États-Unis et de l'Europe. Et surtout, nous sommes, j'allais dire, du mauvais côté de la barre en termes idéologiques et moraux, puisque nous sommes ceux qui voulons à toute force que perdurent les anciens comportements, c'est-à-dire en fait notre domination normative, alors que les autres sont en train de construire autour des BRICS et autour de l'OCS une sorte d'ONU bis. Et d'ailleurs, Xi Jinping a annoncé pendant le sommet là, hier, il a annoncé une nouvelle gouvernance, une nouvelle initiative d'une gouvernance globale pour le monde, autour de 5 principes qui sont ceux de la charte de l'ONU, hein, tout bête. Donc l'égalité souveraine des États, enfin toutes les choses que les États-Unis ne supportent pas, égalité souveraine des États, le droit international doit s'appliquer, le multilatéralisme doit être pratiqué, l'approche doit être centrée autour des peuples, l'approche des États doit être centrée autour des peuples, et il s'agit aussi de réellement agir et pas simplement de se contenter de parler. Ça rassemble évidemment ce type de principe, c'est très très chinois dans le style, et voilà, mais ça donne un cadre pour discuter de tous les différents. Parce que ça s'applique aussi aux États-Unis en fait, si vous voulez, les Chinois bâtissent de cette manière-là un consensus derrière eux et pour pouvoir après discuter en ayant énormément de gens derrière eux face aux États-Unis et contre l'exceptionnalisme américain autoproclamé ou européen d'ailleurs, et contre ce fameux ordre international basé sur des règles, qui est en fait l'inverse du droit international basé sur la Charte des Nations Unies. Voilà. Donc, on est là vraiment dans un affrontement. Ce que j'ai voulu vous expliquer ce soir, c'est qu'on est de plus en plus dans un affrontement intellectuel, moral, mental, culturel, entre deux visions du monde. Voilà, et de ce que doit être l'équilibre des nations. Écoutez, j'avais encore quelques autres petites choses à vous dire, mais je suis obligée d'arrêter là l'enregistrement.
Je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine. Je vous retrouve pour des clés du monde vendredi pour ceux qui sont membres du cercle, j'espère de plus en plus nombreux. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission. Je vous demande de la liker, de la partager et de faire connaître notre chaîne autour de vous. Voilà, bonne soirée chers amis et merci de votre attention. Au revoir.